Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous vous préparez pour les fêtes qui approchent à grands pas. Bah oui, on est en décembre, c'est le vive le vent d'hiver et Noël, tout ça pour ceux qui fêtent Noël en tout cas. Moi, il va falloir que je m'y mette, j'espère que quand vous écouterez ce podcast même, j'aurai déjà préparé mon calendrier de l'Avent, qui est fait maison, pour ma Megumi, que je lui avais fait l'année dernière. Elle avait découvert justement un peu l'esprit festif de Noël avec moi, parce que j'aime bien les fêtes de Noël, j'aime bien préparer, faire des trucs, aller acheter des cadeaux, chercher et compagnie, me prendre un petit peu la tête, même si j'avoue que cette année j'étais un peu plus fatigué, un peu moins motivé, de savoir que j'allais enfin avoir un peu de temps libre, j'ai pas envie de trop de courir non plus partout, mais voilà, ça arrive et c'est les fêtes qui sont là. Mais avant de fêter Noël et tout ça, une petite chose, une petite annonce, j'ai publié enfin la deuxième vidéo que j'avais fait en janvier dernier pour ma chaîne YouTube. Oui, ça date, Elle traînait sur le disque dur et je me suis rendu compte qu'elle était en fait quasi prête. Il restait juste un petit bout de montage à faire, mais vraiment pas grand chose, et la poster. C'est un peu con, j'aurais pu la poster depuis bien longtemps au final, mais bon, j'aurais pas pu enchaîner de toute façon, de faire de nouvelles vidéos, car comme vous le savez, j'étais jamais tout seul chez moi, et donc pour pouvoir enregistrer tranquillement une vidéo, tout installer le matos, etc., ça aurait été clairement pas possible. Autant le podcast, je pouvais trouver de temps en temps des moments où elle s'enfermait dans la chambre. Vidéo, ça prend plus de temps, c'est plus de préparation. Et puis c'est en plus visuel, c'est-à-dire que là, si elle rentre, puis qu'elle vient se maquiller ou je sais pas quoi, tout allait bien. Là, en vidéo, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Mais voilà, du coup, j'espère que je vais pouvoir enchaîner. Alors, vous attendez pas non plus pour autant à une vidéo par jour, voire une par semaine. Je vais y aller doucement, mais sûrement. On verra comment ça prend. Je vais peut-être essayer de faire au moins 2 vidéos au mois de décembre. Je sais pas, peut-être que je dis ça puis que j'aurai pas le temps. Mais je vais essayer. Je vais essayer de prendre un peu le rythme parce que j'aime bien le petit côté YouTube, mine de rien. Et donc, si vous êtes au rendez-vous, sûrement que ça me motivera aussi pour en faire un peu plus et puis pour faire un peu mieux, forcément. Mais si au final les vidéos ne prennent pas, je pense que j'abandonnerai l'idée dans quelques mois. Donc à vous de me dire en allant sur YouTube si ça vous plaît et si vous en voulez plus en complément du podcast tout simplement. Un petit j'aime, voilà, vous abonner, vous savez comment ça marche, vous abonner à la chaîne, ça permet de savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui pop, sachant que je vais pas être très régulier au début. Le petit commentaire, ça me fait plaisir, ça permettra de pouvoir échanger aussi directement sur un topic, ce que propose pas hélas le format podcast. Moi, vous savez que le podcast, j'aime bien faire des podcasts, c'est pratique, je trouve ça cool, mais le côté communautaire manque un peu, et j'ai pas envie d'avoir un Discord, machin et tout, etc. Moi, j'aimerais bien juste avoir, comme YouTube, une plateforme, tu la mets, et puis les gens répondent directement au sujet, puis tu peux répondre si quelqu'un l'écoute 6 mois après, parce que le podcast souvent, moi j'ai des gens parfois qui me parlent des épisodes que j'ai fait il y a 4 ans en disant j'ai écouté ce podcast là, tu parlais de ce truc là, je sais plus, c'était il y a 4 ans, je me souviens pas du tout de quoi j'avais parlé dans tel épisode, mais eux c'est le direct, c'est comme s'ils étaient en train de regarder un truc en direct, et du coup c'est vrai que sur YouTube, si quelqu'un te répond à un commentaire de ta vidéo, t'as au moins le contexte pour répondre, là c'est un peu plus différent. Et donc du coup, j'avoue, ça me plairait de pouvoir retourner, de faire des vidéos, d'avoir des commentaires derrière, donc n'hésitez pas, voilà. Puis ça fait monter l'algorithme aussi, vous connaissez le truc, pour faire connaître, c'est une chaîne où il y a très peu de gens, il y a 500 personnes qui me suivent, je pense, depuis longtemps. J'ai une vidéo genre à 7000 vues, parce qu'elle était faite il y a plus de 5 ans sur le Pocket Wi-Fi, qui est même plus à jour, ce qui est très rigolo au passage, parce que j'ai quand même des gens, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, que les gens ne regardent pas les dates de vidéos. Mais il y a quelqu'un qui m'a posté un jour, c'est plus d'actualité. Je crois que c'était pour les cartes de transport. J'ai fait une vidéo sur les cartes de transport, qui a gueulé parce que je disais comment ça marchait les cartes de transport, puis qui disait on peut plus prendre de cartes de transport en ce moment, c'est pas vrai, tu mens. La vidéo a plus de 5 ans, mec. C'est pas une vidéo d'actu qui a été postée il y a 2 jours, quoi. Puis tu mets pas une vidéo, tu la mets pas à jour. C'est même pas un post où tu peux changer, je sais pas, un article de blog, tu peux essayer de le mettre à jour au pire, tu vois. Tu le fais peut-être pas, mais tu le mets à jour. Mais une vidéo, tu vas pas refaire ta vidéo toutes les. Je suis pas une chaîne YouTube sur le Japon, je suis pas payé, je fais ça juste pour le fun, quoi. Mais il y a des gens qui vont gueuler et puis qui vont vous expliquer la vie, alors que j'ai envie de te dire juste regarde la date, Jean-Michel. Mais bon, c'est les joies d'internet, vous le savez. Mais s'il y avait que des gens sympas sur internet, ça se saurait depuis longtemps. Mais voilà, moi je veux faire des vidéos YouTube, c'est un truc j'aimerais bien, ça me tente bien, j'aime bien le format, j'aime bien puis ça me permet de faire d'autres trucs. Donc voilà, les curieux, si vous êtes intéressés, le lien de la chaîne, elle sera dans la description. Sinon, vous cherchez Kitsune Dandy, et puis voilà, vous pouvez mettre un petit visage sur cette voix qui vous a accompagné depuis 4 ans, voire bientôt 5 ans. Et donc la petite vidéo porte simplement, c'était un concept que je voulais faire, parce que moi vous savez, j'aimais bien faire la photo,
Puis j'aimais bien poster mes photos sur Instagram. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que elles sont plus vues, hein, elles sont perdues. Si vous faites pas des réels sur Instagram, personne ne vous voit. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'étais passé de genre 600 likes. Alors, les nombres de likes, je m'en fous un peu, mais c'était pour vous dire un peu la portée et puis les échanges qu'il y avait. Il y avait genre 600 likes par photo, je suis passé à 60 maintenant, alors qu'il y a plus de gens qui me suivent et que, encore une fois, je pense que la qualité des photos est plus intéressante. Mais bon, plus personne ne regarde les photos sur Instagram, hein. Je pense que si vous êtes sur Instagram, si vous faites partie des gens qui scrollent sur Instagram pour regarder les photos, je pense que vous n'existez. Vous n'êtes plus que 3 dans le monde à faire ça. La plupart des gens regardent juste les réels. Puis moi, j'avoue faire des réels. J'essaye un peu, mais c'est la photo. Moi, j'aime bien faire des photos. Instagram, pour moi, c'était des photos et poster des photos. Puis du coup, il n'y a plus de partage non plus du coup là-dessus. On peut plus partager sur les photos. Et donc, je m'étais dit, tiens, YouTube peut être un bon endroit. Donc, du coup, j'ai fait une genre de rubrique où je vous présente 3 photos. Et puis donc je vous montre ces 3 photos. Et pendant ces 3 photos, je discute à propos de ces photos. Donc, ça peut être discuté à propos de pourquoi j'ai pris cette photo, le lieu, pour vous dire, tenez, le lieu est vraiment sympa, vous devrez y aller, c'est très joli, vous pouvez voir ci, vous pouvez voir ça. Donc ça peut être un peu conseil voyage. Ça peut être aussi pour lancer un topic. Par exemple, il y a une photo qui m'a fait penser à quelque chose et qui me fait réagir à un sujet sur le Japon. Donc je trouvais que c'était pas mal. Ça me permettait de partager ce que j'aimais bien faire, puis montrer les photos, discuter à propos des photos, mais partir un peu sur des sujets variés. C'est pas forcément, c'est pas technique sur la photo, même si parfois peut-être que ça pourrait arriver que je parle un peu du côté technique. Mais ça, c'est pour vraiment, c'est pour lancer une conversation. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, les personnes qui l'ont vu m'ont dit qu'ils aimaient bien le concept. Après, c'était peut-être pour être gentil, mais à voir. Mais moi, j'aime bien ce concept-là. Donc c'est une des rubriques qui devrait revenir régulièrement. Et puis là, j'ai aussi prévu de... Spoiler alerte, prochaine vidéo que je fais, j'en parle depuis tellement longtemps sur ce podcast, là je vous ferai vraiment la vidéo, le toaster de l'espace. Voilà, je ferai une petite vidéo sur le toaster de l'espace, une vidéo review du toaster de l'espace, parce que pour moi le toaster de l'espace, ça reste toujours le meilleur achat que j'ai fait au Japon. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc une prochaine vidéo qui sera en ligne, bien sûr je vous le dirai, hein, ça sera le toaster de l'espace. Et je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par ce magnifique toaster de l'espace, et vous avez raison, car ce toaster est vraiment cool. Mais allez, on va faire cette fois le petit 3615 ma vie, même si ça fait aussi un peu partie de 3615 ma vie ça, mais on part vraiment dans le classique, voilà, le classique. Et je sais que vous êtes des passionnés d'administratif. Et oui, il y en a vraiment. J'ai même un pote à moi qui, à chaque fois que je lui laisse un message audio, parce qu'on aime s'envoyer des messages de temps en temps, il me demande à une voix avec un peu perverse, du genre alors, du nouveau côté administratif, petit truc avec la banque, vas-y, dis-moi, raconte-moi tes problèmes. Oui, j'ai des potes étranges. Mais sachez que la fin d'année, en novembre, la société qui m'emploie au Japon m'envoie des documents à remplir pour les déductions de taxes. Ouais. De ce que je comprends, on peut avoir quelques petites économies suivant plus ou moins plusieurs critères, dont un qui n'est pas négligeable au Japon, le critère de la choufou. En gros, si vous êtes marié avec votre femme, juste des petites rentrées d'argent, voire pas du tout, vous avez moyen de gratter un peu. Alors combien, je sais pas, mais au vu du nombre de couples en mode femme au foyer, je me dis qu'il doit quand même y avoir pas mal de bonnes exonérations, a priori. Mais là, j'en ai aucune idée, c'est juste, je suppute, parce que de toute façon... faut bien que les couples arrivent quand même à bien vivre au Japon. Donc si le mari gagne sa vie correctement, mais que sa femme n'a pas du tout de rentrée d'argent, c'est qu'il doit quand même y avoir des aides, parce que sinon il vivrait pas correctement, il vivrait moyennement, tout simplement. Bon, l'année dernière, ça m'avait pris du temps à remplir, mais au final, cette année, ça a été beaucoup, beaucoup moins chiant. Car déjà, j'avais quasi rien à remplir. L'année dernière, j'avais essayé de tout bien comprendre, de voir si je faisais pas de bêtises, etc. Parce que les documents administratifs, j'ai toujours un petit peu peur. Il y avait 6 documents à remplir, bref, c'était l'horreur. Tout ça pour au final comprendre qu'au vu de ma situation, je devais juste mettre mon nom et mon adresse. Voilà. Donc t'es là, tu te dis, t'as perdu énormément de temps, puis bien sûr, l'entreprise qui m'emploie m'avait pas précisé tout ça, donc alors qu'ils auraient pu me dire au départ, non, mais t'inquiète, ils auraient pu juste me dire, si tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'autres revenus, mets juste ton nom sur les documents. Ça m'aurait quand même gagné du temps, parce que je me serais pas amusé à tout lire, à essayer de tout comprendre, pour au final me dire, mais j'ai des choses à remplir. Ah non, c'est bon. Ok, merci, j'ai perdu 4 jours pour rien. Là, vu que j'ai des rentrées d'argent, par contre, cette année, vraiment petite, j'ai à peine 1000 euros en gros en tant que freelance, j'ai cru que j'allais devoir y passer. J'allais enfin devoir rentrer ces documents super relous et que ça allait me prendre encore plus que 4 jours. Mais a priori, ça sera pour le début d'année prochaine, tout simplement. Là, j'ai pas eu besoin dans ces docs de remplir mes revenus de freelance. Un gros ouf de soulagement, honnêtement, parce que je me voyais déjà passer plusieurs après-midi à comprendre ce que je devais rentrer, puis être sûr que c'était bien ça, que je fais pas de bêtises, parce qu'il y a des gens... Il y a des teams qui font leur truc, qui s'en foutent, voilà, qui remplissent leur papier, qui s'en foutent, puis c'est tous les gens qui vous disent oui, moi j'ai ouvert mon auto-entreprise, ça m'a pris 2 minutes. Bon, moi je sais pas comment t'ouvrir une auto-entreprise en 2 minutes, parce que déjà juste pour savoir dans quel code métier tu dois travailler, etc. et autres, puis il y a toujours des merdes, des trucs qui vont pas. Puis si t'essayes de comprendre
comment tu vas être payé tes impôts. Parce qu'il y avait je me rappelle qu'il y avait plusieurs façons de faire des impôts, puis que c'était pas très clair, que tu pouvais être prélevé pas à la source, mais je sais plus comment ils appelaient ça, il y avait un autre truc, ou un autre système, et que ce système, tu peux l'avoir plus ou moins suivant le nombre de revenus ou ce que tu avais avant, mais les gens ne cherchent pas à comprendre, en fait, ils disent, oh, mais je vais prendre ça, puis ils cochent, puis c'est tout, puis ils ont l'impression d'avoir fait le truc bien, puis bon, soit ça passe, parce que jamais personne leur pose des questions, et puis que tout va bien, et puis un jour, ça peut aussi avoir le côté, il y a les impôts qui reviennent, qui disent pourquoi t'as coché ça, parce que tu rentres pas dans les cases, il faudrait que tu rembourses ça, Voilà, moi je suis un peu stressé de ce truc-là, moi je suis l'autre team, je suis la team qui va tout chercher sur internet, qui va essayer de comprendre, qui va dire mais attends, ça veut dire quoi, t'es sûr que si je coche ça, c'est parce que c'est cette situation. Le côté plus relou, voilà, il y a un côté, moi je trouve qui est pas très bien de faire ça un peu en mode genre ouais c'est bon, tout va bien, et genre je m'en fous, puis il y a le côté moi qui est pas très bien non plus, qui va un peu trop pousser le truc, essayer de tout comprendre, pour au final, en final c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'en foute un peu plus, et je perds du temps pour pas grand-chose. Donc voilà, du coup, ça m'aurait fait quand même perdre pas mal de temps si j'avais dû tout ça. Car oui, en gros, de ce que je comprends, c'est surtout si vous avez un autre boulot à déclarer, ce document, autre que du freelance. Parce que ici, soyons honnêtes, j'ai quand même l'impression que le freelance, le statut en tout cas de freelance de base, est vu comme un truc pour la choufou, hein, vraiment. La choufou à la maison, elle fait 3 cours de yoga en tant que coach de yoga pour ses copines, elle récupère 15 euros, elle est contente dans l'année, et que c'est pas considérant vraiment comme une activité pro. Alors, je suis très genre en mode genre grand méchant, voilà, regarde le mec il aime pas les femmes, il parle des choufous qui rapportent pas d'argent alors qu'elle a un vrai métier. Non mais je parle vraiment de ce côté-là, hein. J'ai l'impression vraiment qu'ici que le freelance, ce statut-là de freelance en tout cas, parce qu'il y a un autre statut je crois de freelance qui est un peu différent, mais le statut basique de freelance, c'est vraiment genre ouais t'as vendu des bonbons à la kermesse quoi, et puis tu dois les déclarer, mais on s'en fout un peu. J'ai vraiment cette impression, ce côté-là, que c'est pas tant que tu n'as pas beaucoup de revenus, c'est vraiment pour les gens qui ont des tout petits revenus, c'est vraiment un revenu complémentaire, c'est pas censé être un travail. C'est-à-dire que c'est pas le freelance qui travaille et puis qui tous les mois fait son activité, puis ça lui rapporte un salaire. C'est plus le mec qui se fait un peu d'argent en plus de son activité principale, ou alors parce que justement il n'y a pas d'activité, puis que de temps en temps il facture un truc quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais j'ai vraiment l'impression de le voir ça comme ça. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, faut rentrer quand même les revenus de ça et son conjoint pour avoir des déductions. Et si on a une assurance premium, chose que j'ai pas, je vais sûrement regarder tout ça plus tard au passage pour les assurances, mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas trop regardé, je regarderai quand je me marierai, histoire de pas rien laisser à ma Megumi s'il m'arrivait un problème par exemple. Là par contre il faut remplir effectivement ces papiers. Mais bref, quand j'ai vu les docs arriver, j'ai cru que j'allais passer encore une mauvaise semaine, je me suis dit, ah putain, encore un truc administratif. Mais finalement, ça s'est fait très très rapidement. Ça sera sûrement moins fun en janvier, en février, quand je vais devoir déclarer mes petits revenus aux impôts, parce que comme j'ai des potes qui m'ont dit, oh c'est très facile, moi je sais que ça va me prendre du temps, parce que je vais vouloir regarder, savoir, me dire, mais t'es sûr qu'il faut pas que je mette ce numéro-là, mais pourquoi il me demande pas, c'est quoi ce truc-là? Ça va me prendre du temps, ça va être relou. Mais bref. Je vais rien comprendre au doc qu'on va m'envoyer, ça je peux être sûr ça va être en japonais ou même en anglais, mais je serai là à me prendre la tête. Mais bien sûr, je vous en reparlerai de tout ça à ce moment-là. Ça fera kiffer mon pote qui est fan d'histoire administrative en plus sûrement, et je suis sûr qu'il y en a 2-3 parmi vous qui sont aussi des pervers comme lui. Et en parlant de pote, je vais vous parler d'un autre pote, dont je tairai le nom, qui est marié avec une japonaise depuis pas mal de temps, et qui vit un peu l'histoire qu'on entend souvent. Alors oui, qu'on entend en tout cas assez régulièrement, et que d'autres vont, moi je vous en ai parlé, mais que d'autres vous ont sûrement raconté, de la vie de couple avec une japonaise, qu'elle pouvait être parfois un peu compliquée. C'est quand même, je pense que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit moi ou d'autres gens, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Moi quand j'étais venu au Japon, plusieurs personnes m'avaient dit, attention avec les japonaises, c'est pas facile, pour X raisons. Et puis effectivement, j'ai eu plein d'histoires, j'en ai vu. Moi j'ai fait des dates, j'ai plein d'amis qui ont aussi des problèmes, ou qui n'en ont pas, il y en a quelques-uns pour qui ça se passe très bien, mais les gens pour qui ça se passe très bien sont pas nombreux, c'est plus l'inverse, le côté genre problème avec ta copine que genre non tout est bien, ça se passe bien, on est super content, il n'y a pas d'embrouille. Bref, il y a souvent des trucs un peu compliqués. On entend souvent des histoires qu'avant le mariage surtout, et avant l'enfant tout est super. Que c'est l'idylle parfait, que la Megumi elle est trop géniale, petite princesse idéale, géniale, elle fait tout, elle est sympa, elle est jolie, elle est mignonne, elle est gentille, etc. Mais que dès que le mariage arrive, et surtout quand l'enfant arrive, parce que souvent à cette étape on est encore au-dessus, là la Megumi elle change du tout au tout, vraiment. En gros ça va des envies pour être femme au foyer par exemple, qui va beaucoup pousser pour être femme au foyer, arrêter de travailler, puis qui est que ton revenu finalement. Des reproches pour apporter plus d'argent à la maison, pour pouvoir être femme au foyer du coup, vous l'avez compris.
du couple qui fait chambre à part, des relations sexuelles qui sont totalement en berne alors qu'avant l'enfant tout allait bien, de vouloir gérer le compte comme je l'avais dit, gérer le compte commun. Les choufous, normalement ici, c'est pour ça qu'elles ont aussi un peu la belle vie, c'est que c'est pas elles qui gagnent, elles sont dépendantes, mais elles vont gérer l'argent. Donc toi, elles vont te donner de l'argent de poche. En gros, toi, tu vas toute la journée au boulot, et la choufou, elle récupère l'argent sur un compte commun, puis elle dit, t'as le droit de dépenser ça ou pas ça. Voilà, puis c'est elle qui gère, c'est elle qui va en vacances, c'est elle qui fait ses trucs. Bref, voilà, il y a cette envie, et ce qui est normal aussi, hein, parce que toutes leurs copines font ça, c'est quand même la belle vie, il faut quand même l'avouer. Hein. Enfin, moi, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Hein. Moi, demain, tu me proposes d'être choufou, je signe direct. Hein, si demain, ma copine me ramène un bon salaire, et que moi, elle me dit, bah, tu peux rester à la maison, tu dois t'occuper des enfants. Alors, s'occuper des enfants, c'est quand même du boulot. Attention, hein, on dit pas le contraire. Puis je pense qu'il y a une grosse pression aussi hein, derrière elle, hein, derrière tout ça. Je pense qu'à Tokyo, il y a moins ce côté-là. Je pense que les femmes, il y a déjà moins de couples qui sont ensemble, il y a moins d'enfants, il y a plus de carrières. Mais je pense par contre, dès que tu sors de Tokyo, tu la vois, le Japon plus traditionnel dans le couple, hein, vraiment, hein, ça se voit beaucoup plus, hein, clairement. Et donc, du coup, ouais, cette Megumi va changer du tout au tout. Du coup, c'est des histoires qu'on entend quand même assez régulièrement. Toutes ces histoires de changement de mentalité, une fois que le mariage est arrivé, c'est un truc qui arrive assez souvent. Après, encore une fois, hein, on met les guillemets, faut pas généraliser, hein, mais c'est vrai qu'encore une fois, moi je l'ai souvent vu, entendu, que ce soit via des gens qui vont raconter des histoires d'un pote qui a dit à un pote, donc là vous vous dites, bon, bah ouais, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ou via des gens que tu connais directement. Et franchement, moi au départ, tout début, hein, quand je venais en touriste, que je connaissais le Japon un peu de loin, ouais, on me disait, ouais, j'ai un pote d'un pote qui m'a fait ça, qui m'a fait truc. Tu te dis, ah, ok, bon, voilà, mais bon, tu mets toujours un peu des guillemets. Tu te dis, ouais, bon, un mec en rajoute, enfin, je sais pas, autre. Puis après, quand t'as tes potes proches, quand il y a des gens que tu connais qui te racontent ce qui se passe dans leur couple, tu fais, ah ouais, puis quand tu fais des dates, tu fais, ah ouais, ah, c'est pas si faux, c'est pas totalement faux. Encore une fois, faut pas généraliser, hein. Mais je l'ai vécu, je le vois. Moi, j'ai de la chance. Encore une fois, ma Megumi n'est pas comme ça. Elle a pas ce côté. Après, on n'est pas mariés encore, on n'a pas d'enfant, donc tout peut changer, hein, bien sûr. Mais je pense qu'elle n'a pas cet esprit-là. Je pense. Mais encore une fois, je pourrais vous le dire dans quelques années, si je suis marié et que j'ai des enfants, peut-être que je vous dirai, en fait, non, en fait, pas du tout. Elle a totalement changé. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait cet esprit-là. Mais par contre, c'est vrai qu'on arrive à le voir. Après, quand on le sait, on arrive un peu à déceler, quand même, en se disant, il y a un potentiel. C'est jugé, c'est des a priori, autant la fille sera pas du tout comme ça, mais il y a des potentiels. Et encore une fois, hein, me traitez pas de sexiste ou quoi que ce soit, hein. Je vous parle des filles parce que c'est ce que je connais. Je serais gay, je vous parlerai des garçons, voilà. Mais moi je connais les filles, je vois comment ça marche. C'est vrai que par exemple, je vois plus souvent aussi des Français qui sont avec des Japonaises que l'inverse. Des Françaises qui sont avec des Japonais, j'ai quelques amis hein, qui ont des maris, etc., ou qui ont des copains, mais ça marche pas de la même façon. J'ai pas l'impression, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres difficultés. Il y a des trucs par contre qui sont similaires, genre comme pour discuter, les discussions sont toujours difficiles, voilà, les conversations, échanger ce qu'on pense, etc. C'est compliqué que ce soit avec un mec ou une fille. Mais je pense que c'est un univers qui est différent. Et donc moi je connais plus l'univers avec les filles, voilà. Donc je vous parle de celui-là, mais c'est pas pour mettre en exergue en disant les filles japonaises c'est mal, et les garçons ils sont gentils. Alors, pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a plein de bugs côté garçon, mais je pense que c'est très différent. Je pense que c'est un monde qui est très différent et qui du coup va aussi peut-être plus bugger de façon différente avec les filles françaises, je sais pas. Mais je peux pas trop en parler parce que je connais pas assez bien cette côté-là, quoi. Bref, c'est pas une légende urbaine, voilà, a priori. Hein. Et encore, ça c'est la version soft. Je vous ai déjà expliqué que parfois ça pouvait aller beaucoup, beaucoup plus loin et être beaucoup, beaucoup plus glauque. Le chantage de maltraitance sur l'enfant, par exemple. Ça, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai vu sa tête. Et le mec, il mentait pas. Il était pas en train de s'inventer une histoire pour se faire une vie sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux, ce type-là. C'était un mec lambda qui est pas sur Instagram ou quoi que ce soit. Il m'a raconté son histoire. C'était triste. C'était vraiment très triste. Des mecs qui se sont fait braquer au fusil. J'ai eu une histoire comme ça. Des envois de flics tous les jours au domicile. Ça aussi, on l'entend souvent, hein, des femmes japonaises qui portent plainte, des fausses accusations, parce qu'elles savent qu'elles ont le pouvoir sur leur de violence conjugale, etc. Elles savent qu'elles ont le pouvoir. Toi, en tant qu'étranger, quand la police vient chez toi, si un japonais, une japonaise a dit quelque chose, c'est toi qui es en tort. Même si tu l'étais pas, même si t'as rien fait. De base, c'est toi qui vas être en tort. Là, par exemple, les violences conjugales, comme je vous ai dit qu'avec le type qui était envoyé, heureusement, le type en question, il habitait plus avec. Donc, les flics, quand ils passaient, ils venaient voir en disant « Ah, je suis en train de me faire taper », puis ils voyaient bien qu'il n'y avait personne, donc qu'il habitait tout seul, et donc, ils se doutaient que la Megumi était pas très nette, donc ça va, il s'en est sorti, mais pendant un mois, ça a été non-stop. Il y a plein d'histoires comme ça, il y a des histoires très très glauques, vraiment très très glauques. En tant qu'immigré, vous savez que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir, c'est pas vous qui avez le pouvoir, et elles savent qu'elles ont le pouvoir. Et c'est une société qui parle pas, qui exprime pas les sentiments, etc. Du coup, quand ça pète de façon psychopathe. Voilà, ça pète pas de façon
Vu qu'en fait, tout est comprimé à l'intérieur d'eux, quand ça doit exploser, ça explose n'importe comment. Plutôt quand vous sortez la soupape un peu, que vous gueulez de temps en temps, voilà, la soupape, elle sort un peu, puis ça vous évite de partir dans n'importe quoi. Bah, eux, vu qu'ils gardent tout à l'intérieur, bah, quand ça pète, et ça pète pour du what the fuck. Vraiment du what the fuck total. Bref, sympa les ambiances à la maison dans ces cas-là, quoi. Mais oui, on est dans un autre monde, dans une autre culture. Et je vous l'ai déjà dit, ça arrive quand même souvent qu'ici le mariage finalement est plus quelque chose de contractuel aussi. Que nous on voit un mariage d'amour et que pour eux ça soit plus un mariage contractuel. On est dans le côté pratique, plus que dans l'idylle à l'eau de rose, quoi. Là aussi, hein, j'ai plein d'exemples. Une japonaise que je connais par exemple qui avait prévu de rester avec son mari pendant X années, jusqu'à ce que l'enfant soit grand, qu'il ait je sais plus quel âge, elle avait tout préparé. Elle aime pas son mari, mais trouve qu'il a un côté pratique. Et vraiment, dans les mots, elle a dit il est pratique. Voilà, que leur relation était pratique. Il y en avait un autre aussi qui voulait faire ham-ham avec moi, voilà, alors qu'elle était mariée depuis moins de 3 mois. Bref, pour beaucoup de Japonais, la notion du mariage est vraiment très différente de nous, ce qu'on entend par le mariage. Puis c'est aussi pour ça qu'eux se marient très vite. Moi, ma copine, elle comprend pas. Elle comprend pas, même si elle essaye de comprendre, mais elle comprend pas que ça fasse 1 an qu'on est ensemble et qu'on n'est pas mariés. Je veux dire, normalement, au bout de 2 mois, on aurait déjà dû être mariés. Et là, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, ça fait 1 an et demi, je pense, qu'on est ensemble. Ça va bientôt faire 1 an qu'on habite ensemble et on n'est pas mariés. Donc c'est. Je pense que dans sa tête, elle sait, elle dit il est gentil, il est bien, mais il y a quand même un truc qui va pas. Là, parce que pour eux, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de mariage. C'est une décision qu'on prend, je vais pas dire à la légère, mais pas loin. On se mariera pas par amour, on se marie parce que c'est un contrat pratique, voilà. Comme vous prenez une assurance, vous prenez une assurance pour un truc, c'est pratique, voilà. Vous signez un contrat parce que vous savez que vous pouvez c'est pas à vie à la mort, vous pouvez l'arrêter comme vous voulez. C'est quelque chose de pratique. Et là, j'ai un ami qui s'est retrouvé dans une situation où sa femme a donc changé après le mariage. Ça, c'est un truc qui arrive vraiment très souvent. Vraiment, je l'ai entendu vraiment beaucoup de fois. Rien de glauque non plus, hein, mais en tout cas, la relation n'est plus là. Voilà. Ils sont plus colocs qu'autre chose finalement, ils s'entendent plus, ils partagent pas grand chose, il y a souvent des engueulades pour rien. Voilà. Après, puis du coup, après ces moult engueulades, lui, il a décidé, voilà, c'était pas possible de vivre comme ça ad vitam, quoi. Donc il a décidé de partir. Voilà, le nombre de fois où ils se sont engueulés, puis genre, c'est fini, on arrête. Mais bon, c'est des trucs qui sont dits comme ça, puis voilà. Là, il s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça sans arrêt, quoi. Et donc, il s'est dit, je vais partir de la maison. Ils ont acheté une maison ensemble, et il a dit, voilà, tant pis, je vais arrêter, et puis je vais divorcer. Il a donc fait des recherches pour un appartement temporaire, sachant que son visa est lié à son visa mariage. Il sait que par exemple qu'au bout de 6 mois, fini le Japon. Il doit tirer un trait dessus, il doit rentrer en France. Et puis ça lui fait pas plaisir du tout, hein, parce que lui, sa vie, il la voyait au Japon, quoi. Comme moi, il adore le Japon, il n'aime pas spécialement vivre en France, il se sent pas forcément de revenir. Mais voilà, c'était un peu un point de non-retour. Et même si ça l'enchante pas, il se voyait pas continuer comme ça. Donc il s'est dit, bon, tant pis, on arrête, voilà, parce qu'elle lui a dû lui dire, ça y est, on divorce. Lui aussi, il a dit, ouais, ok, on divorce, c'est bon, on arrête, et puis je vais chercher quelque chose, je m'en vais, laisse-moi le temps de trouver un appartement, puis on va se débrouiller, on fera les papiers, etc. Sa Megumi, ce jour-là, lui a dit, ah oui, très bien, divorçons, blablabla. Enfin voilà, je sais pas les détails, mais en gros, ça se passait un peu comme ça. Sauf que quand elle s'est aperçue finalement que quelques jours après, il revenait d'une visite d'appartement, et que oui, il allait bien divorcer, il allait bien renoncer à son visa, rentrer en France, et puis voilà, que c'était fini. Ah là, elle a commencé à paniquer. Mais vraiment paniquer. Et donc du coup, dans la panique et dans la réflexion, sûrement, elle a quand même réfléchi un petit peu, je suppose, elle lui a proposé quelque chose. Elle lui a dit non, mais restons ensemble, quoi, on va rester ensemble. C'est pas grave, voilà, on va continuer de vivre ensemble. Alors oui, vous m'avez bien entendu, continuer d'être mariés, vivre ensemble, mais pour de faux, juste pour l'apparence. Et là vous vous dites, waouh, elle est super sympa cette fille, elle fait tout pour que son copain garde son visa, enfin que son mari, son futur ex-mari, garde son visa pour qu'il puisse continuer de vivre au Japon, le temps que tout se mette... Non, je vous arrête tout de suite. Les raisons sont tout autres. Peut-être que dans sa réflexion, ça joue aussi, sûrement, mais c'est pas pour ça qu'elle fait ça. Car oui, Megumi, elle a sûrement réalisé aussi qu'elle allait devoir divorcer, rendre la maison, parce que c'est pas elle qui peut payer la maison toute seule, en tout cas pas pour l'instant. Mais surtout, c'est pas ça le problème. Je pense que le problème principal, c'est surtout l'afficher. L'afficher aux yeux de tous, l'afficher auprès des amis, de la famille, etc. Dire qu'on est divorcé, dire que ça n'a pas réussi, on n'est pas dans du succès, on a une mauvaise image, on renvoie quelque chose de pas bien. Et du coup, c'est compliqué à gérer. Vous savez, la fameuse image qu'on renvoie à la société. Elle préfère donc faire semblant, s'asseoir pendant au moins un temps sur une vie normale, entre guillemets, pour sauver les apparences, et ne pas avoir les remontrances de sa famille qui vont lui dire « Ah, mais voilà,
Voilà ce que c'est de s'encanailler avec un putain de gaijin, un étranger. Ah, mais de toute façon, t'as toujours été une fille à problème, t'as toujours... Ouais. Parce que ici, comme je vous l'ai dit, hein, les Japonais, tous ceux qui pensent que les Japonais sont gentils, ah, ils m'ont aidé pour trouver mon chemin. Oui, oui, ils ont le sens du service. Mais derrière, ce sont des gens très, très durs. Très, très, très durs en privé. Vraiment très durs. Et quand vous êtes une brebis galeuse, on vous laisse sur le bas-côté. Encore une fois, on met des guillemets. Il y a des gens qui vont peut-être vous aider, en général, mais c'est très dur. Voilà. Vu que, encore une fois, ils renferment tout. Tout est très renfermé, l'image extérieure doit être lisse. Bah, si vous n'êtes pas lisse, bah, ça va pas. Ça va pas et on vous le fera comprendre. Et vous allez avoir des remontrances. Ici, on est beaucoup dans l'humiliation. Moi, j'ai souvent vu l'humiliation. J'ai vu l'humiliation au travail. Pas moi, parce que moi, je travaillais pas, mais j'ai vu des profs, par exemple, se faire humilier par le directeur devant tout le monde. Une vraie humiliation. Moi, j'avais presque envie de me lever et d'aller donner un coup de poing au mec. Si j'étais pas, gaijin et que j'irais... bon, déjà, la violence, ça mène à rien. Ça serait pas très intelligent. Mais en plus, si je fais ça, bah, c'est direct à la maison. On te renvoie ton visa, puis t'as plus le droit de revenir au Japon. Hein. Et ce qui serait normal, parce que t'as pas frappé quelqu'un. Mais... le principe, vraiment, le mec humilié devant les autres, devant tout le monde, c'est de l'humiliation. Puis je vous avais dit, à l'école, on humiliait de façon subtile, mais on humiliait. On humiliait les gens. Et ici, on aime bien humilier. Voilà. Les Japonais sont pas des gentils. Il faut vraiment garder ça en tête. Ça veut pas dire que c'est tous des enculés, que ma foi, c'est horrible de vivre ici, que c'est affreux, etc. Je dis pas ça non plus. Je dis juste qu'il faut surtout pas idéaliser et que ça, c'est présent. Ce côté de la vie très dure japonaise est vraiment présent. Et encore plus pour les Japonais. Vous le ressentirez peut-être moins, vous, mais je pense qu'un Japonais en tant que tel, il a ses codes, il connaît ses codes, et donc il sait qu'il peut pas tout faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est plus facile de tromper son conjoint que de divorcer. Parce que tromper, ça se sait pas. Tromper, ça se sait pas. Tromper, c'est secret. Tromper, on fait mal à personne. Alors que si on écorche l'image, là, on fait mal. On fait mal à soi-même, parce qu'on va avoir des remontrances. On fait mal à sa famille, qui va être mal vue. On fait mal à ses amis, parce que, les amis, je suis ami avec quelqu'un qui a divorcé, mon Dieu. C'est des choses qui existent vraiment. Ça peut paraître fou, mais c'est des choses qui existent vraiment. De toute cette image qui est renvoyée, qui est vraiment importante pour eux, quoi. Donc voilà, pendant au moins un temps, il lui a proposé de sauver les apparences, de pas avoir les remontrants de sa famille, et de faire en gros, de faire une vie normale, puis comme ça, elle aura pas bye-bye l'héritage. Alors je sais pas du tout si elle va avoir le droit à l'héritage, mais en tout cas, bye-bye les gros jugements, bye-bye les engueulades, les machins, t'es une mauvaise fille, et puis voilà, puis tout ce qui va avec, quoi. Donc elle a préféré lui proposer cette option de rester ensemble pour l'apparence. Mais que chacun ferait sa vie. Hein. Et vous allez trouver ça fou. Mais finalement, ça rejoint pas mal les autres exemples de couples au Japon. Le nombre de fois où j'ai vu des exemples comme ça, et là je parle même pas d'exemples avec des étrangers, hein, mais où finalement on est avec l'autre pour un côté pratique, mais pas par amour, juste parce que c'est pratique d'être avec lui. On se marie vite, on n'a pas de passion commune, voilà. On part en vacances avec les copines ou les copains, on vit chacun de son côté en partageant peu d'activités. Et puis on trompe à tir-larigot. Car tromper, comme je l'ai dit, c'est caché, ça va. La société, elle n'est pas au courant. Les autres savent pas. Voilà, donc ça passe. Donc grand nombre de Japonais voient vraiment le mariage comme un côté finalement très pratique. Vous pouvez trouver ça triste, honteux ou autre, mais il faut juste voir ça comme une autre façon de penser, qui est différente de nous, ou de notre histoire et de nos habitudes. Honnêtement, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre finalement. Le principal, c'est que tout le monde s'y retrouve. Puis que ça soit comme ça ici, c'est comme ça, c'est une autre culture, c'est une autre façon de penser. Bon, moi je suis pas marié encore, hein, et ma Megumi m'a déjà montré plein de mauvais côtés, donc je pense pas que j'aurai le droit à ce scénario-là. Mais faut jamais dire jamais, on sait jamais, hein, peut-être que je vais avoir une mauvaise expérience aussi, et quand je dis qu'elle m'a montré des mauvais côtés, elle m'a pas montré des mauvais côtés de japonaise, elle m'a montré des mauvais côtés, alors j'ai eu un peu des mauvais côtés de japonais, hein, la façon dont on peut pas parler, que dès qu'on essaye de, je vais pas dire de débattre, mais qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, t'as l'impression que c'est une grosse engueulade alors qu'on est juste en train de discuter. Mais moi, c'est juste qu'elle a plus des problèmes, on va dire. Elle a eu des problèmes dans sa jeunesse et qu'elle n'est pas sûre d'elle. Il y a plein de problèmes comme ça. Donc moi, j'en chie dans d'autres instants, de temps en temps, voilà. Mais je suis là pour elle parce que je sais que c'est quelqu'un de bien au fond d'elle. Et honnêtement, je pense, mais peut-être que je vais tomber de mes nues aussi. Hein, je vais peut-être, même si je suis au courant, je pense pas que je vais avoir cette mauvaise surprise. Je pense que je l'ai déjà bien cernée. Je sais qui elle est. Et je pense pas que j'aurai cette mauvaise surprise déjà, je pense pas qu'on aura d'enfants, donc ça va déjà aussi calmer ce truc-là. Après, on ne fait jamais dire jamais, mais je pense pas qu'on aura d'enfants. Et en plus, je pense que quand elle sera mariée, je pense pas qu'elle va changer du tout au tout. Voilà. Elle a pas l'air d'être dans cet état d'esprit-là. Mais encore une fois, il y en a plein qui se sont fait avoir. Hein. Il y a plein de mecs qui étaient là avec leur petite japonaise. Elle est parfaite, elle est super, elle est géniale. Le mariage arrive, ça commence à décanter. Et l'enfant arrive, alors là, c'est l'enfer. Voilà, l'enfer sur Terre. Vraiment pour le mec, hein, c'est vraiment un enfer sur Terre. Et j'en rajoute pas. Et c'est vraiment des différences culturelles, parce que pour elle comprend pas. Par exemple, cette amie-là, sa copine lui a demandé vraiment de gérer le budget.
Et il était là, il fait non, mais jamais de la vie, tu vas pas gérer le budget, tu vas pas me donner de l'argent de poche. Je vais pas partager, c'est lui qui ramène beaucoup de salaire, elle le travaille aussi, mais c'est lui qui ramène une gros du salaire. Et là, il savait très bien que s'il disait oui à ça, c'était fini pour lui. C'est-à-dire que là, il était un esclave qui allait travailler et qui ne servait plus qu'à ça. Voilà. Donc il a dit non, il a dit clairement non. Et elle a pas compris. Elle comprenait pas parce que toutes ses copines, ça marche comme ça dans leur couple. Donc pourquoi elle fait pas ça? Puis vous vous dites bien que les copines derrière, qu'est-ce qu'elles doivent dire? Elles vont dire mais comment ça se fait? Toi t'as pas ça? Attends, tu te fais maltraiter, c'est pas normal. Ce qui est normal parce que pour elles vont voir que c'est différent et que sa copine, c'est pas normal, elle a pas le même traitement que les autres. Donc voilà, c'est des incompréhensions qui sont très dures à gérer, très très dures à gérer. Et encore, là ça va, c'est des trucs simples, c'est pas glauque. Je vous ai dit parfois ça peut être beaucoup plus glauque. Mais lui il m'avait même dit quand ils se sont mariés, il a vraiment vu changer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'avant, ça se passait très bien. À partir du moment où ils sont mariés, il m'a dit au bout d'un mois, tout a été très différent. On n'avait plus de complicité, ça n'avait plus rien à voir. La relation était vraiment très différente. Et encore une fois, je vous dis pas que ça arrivera tout le temps. Mettez toujours des guillemets, hein. Ça arrivera pas tout le temps. Vous allez peut-être rencontrer, je connais des gens par exemple, j'en connais peu, qui sont, en toute honnêteté, je connais peu de Français ou d'étrangers qui sont avec des Japonaises avec qui ça se passe merveilleusement bien, mais il y en a qui n'ont pas du tout ces problèmes-là, vraiment. Encore une fois, hein, remettez le contexte. Je vous dis ceux qui sont avec des Japonaises depuis longtemps. Pas celui qui est avec une Japonaise depuis 6 mois, et puis oui, c'est le grand amour, c'est génial, elle est toute jolie, toute gentille, parce que je vous dis, elle change après. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un changement après, une fois qu'on a installé et que tout va bien. Donc j'en connais peu, donc il faut vraiment faire attention. C'est toujours un conseil. Encore une fois, pour les filles avec les garçons, je peux pas vous donner de conseils parce que je m'y connais pas assez. Donc j'aimerais bien vous dire ce que je connais par rapport là-dessus, mais je peux pas. Mais pour les garçons qui se mettent avec des japonaises, faites très attention, même si c'est difficile de savoir. Ne foncez pas. Ne croyez pas que parce que tout va bien, que tout va être parfait par la suite. Essayez d'analyser le plus possible. Ça ne veut pas dire que vous aurez les réponses. Peut-être que vous aurez quand même une mauvaise surprise, mais faites très attention. Et puis encore, c'est très bête, hein, mais j'ai dit un conseil sur le ton de la rigolade, mais quand on en a parlé, on s'est dit ça pourrait arriver. J'ai donné un conseil à mon ami, vraiment sur le ton de la rigolade sur le moment, où il me disait, peut-être, il sait pas encore s'il va accepter ou pas la proposition, il est en train de réfléchir, parce que ça pose quand même beaucoup de questions hein, d'accepter ça, hein. Mais je lui ai dit, si tu acceptes, fais attention quand elle te sert un verre d'eau, pour rigoler, parce que je lui ai dit autant elle va mettre du GHB, puis elle va te violer pour avoir un enfant, parce que c'est sûr qu'elle veut un enfant. Et c'est vrai que dit comme ça, dire ah putain, arrête n'importe quoi, arrête tes conneries. Mais j'ai tellement entendu des histoires glauques dans le genre là. Vraiment. Et j'ai vu des gens vraiment qui ont vécu ça. Des vrais gens qui l'ont vécu. Pas juste du on-dit, etc. J'ai vu des gens qui ont vécu ça. Qui ont vécu le fait d'avoir un enfant derrière leur dos et d'avoir derrière des pressions, d'avoir des trucs horribles. Vraiment des histoires horribles. Et pour le gamin, c'est horrible. Voilà. Juste parce que Megumi, elle veut un enfant mignon de gaijin. C'est très triste. Mais il y en a aussi, hein. Vraiment, quand on leur parle, c'est ça. Elles veulent un enfant mignon. C'est un jouet. C'est vraiment un jouet pour elles. Elles voient ça comme un truc mignon. Attends, c'est un enfant que tu vas avoir, tu vas donner la vie à quelqu'un, enfin, c'est des responsabilités, c'est beaucoup de choses qui changent dans ta vie, quoi. C'est pas juste un enfant mignon, c'est pas un jouet que tu vas pouvoir exposer, que tu vas montrer à tes copines, enfin, c'est pas le truc, quoi. Et donc je disais ça pour rigoler, dire attention quand elle te sert un verre d'eau, mais en fait en le disant, j'étais là en disant mais ça peut arriver. Puis même lui il m'a dit oui, c'est vrai que ça pourrait arriver, peut-être pas avec sa copine, mais c'est des histoires qu'on a déjà entendues qui pourraient arriver, qui pourraient être vraies. C'est ça le pire. Donc c'est pour ça. Moi, un conseil que je vous donne, c'est faites très attention avec... c'est des différences qui sont culturelles et qu'il faut avoir en tête. Et il faut faire attention parce que ça arrive. Ça arrive assez souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Et c'est pas de temps en temps, c'est pas des cas isolés, genre un truc qu'on a entendu. Je sais pas, j'ai au moins une quinzaine d'histoires comme ça, de gens que j'ai rencontrés avec... que ça se passe comme ça dans leur couple. C'est quand même beaucoup. Et j'ai beaucoup plus de gens comme ça que de gens pour qui ça se passe très bien. Puis il y a même des gens pour qui ça se passe très bien, je pense qu'on parle pas, qu'osent pas en parler non plus, parce qu'ils ont un peu honte de ça. Donc je pense que c'est quand même un peu compliqué. Mais bref, passons maintenant à des trucs un peu plus sympas. Voilà pour les petites news et ces trucs-là, mais je pense que c'est important aussi d'en parler. Je veux pas faire un truc, mais je pense que c'est bien d'informer, puis que je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui rêvent de vivre au Japon, c'est leur rêve. Je pense qu'il y a des gens aussi qui adorent les japonaises, et puis je peux comprendre, elles sont très jolies, elles sont très mimi, etc. Et donc je peux comprendre qu'on se dise ah ouais tiens, moi je suis vraiment attiré par les japonaises, y a pas de mal. Mais gardez ça en tête, gardez que c'est pas si rose, si joli que tout ça. Il faut faire attention, faites attention à vous et faites pas n'importe quoi, voilà. Essayez de vous protéger, parce que ça aussi les japonaises parfois font pas très attention à ça, donc faites-le, parce que souvent c'est pas elles qui vous aideront pour ça. Et puis faites attention parce que ça peut vite arriver. Votre vie peut vite changer et devenir un enfer sans vous en rendre compte. Mais vous pouvez aussi en trouver une très sympa, il y en a des très cool. Et je pense que la vie est plus cool à Tokyo qu'en province. Pour ça, encore une fois, je pense qu'il y a encore... Ça veut pas dire qu'à Tokyo, on peut pas... voilà. Mais voilà, vous avez plus de chances à Tokyo, je pense, de trouver une fille un peu plus, on va dire, normale,
qui va peut-être pas vouloir se marier, être orienté, etc. Que là, ici, il y a encore une pression, c'est une pression sociale aussi, qu'elle a. Donc c'est aussi pour ça, même s'il y a des bons côtés à être choufou, comme je le dis, mais c'est une pression sociale. Si t'es pas choufou, là, ma copine qui est pas mariée, je pense que de temps en temps, elle doit quand même avoir la pression. Moi, je m'en rends pas compte, mais je pense qu'elle doit avoir une pression sociale. Elle a pas plein de potes et tout, etc., donc ça va, mais je pense que si elle avait plein d'amis, je suis sûr que la pression sociale serait là, genre t'es avec un gaijin, t'es pas marié, ça fait 1 an, comment ça se fait? Ah mais attends, t'es pas choufou, ah bon, tu dois travailler, mais pourquoi? Voilà, je pense que ça existe, c'est vraiment là. Mais bref, voilà pour toutes ces petites news. On va quand même maintenant passer directement, après 34 minutes, sur le vraiment contenu de cet épisode, parce que on va parler des cafés, qui n'ont strictement rien à voir, même si choufou, café, ça va un peu ensemble, parce que les choufous traînent toujours dans les cafés. Car voilà, ça va être le volume 2 des Coffee Shop Tour 2023. Il y avait un volume 1 qui avait été publié il y a quelques semaines, pour ceux qui arrivent sur ce podcast pour la première fois, et que je suis donc passé à Tokyo fin septembre, et que j'en ai profité pour tester des nouveaux cafés que j'avais jamais fait, et retourner un petit peu dans d'autres où j'avais l'habitude d'aller. Je vous conseille d'écouter le volume 1 du coup, car c'est là qu'il y a aussi mes plus gros coups de cœur. Cependant, j'ai encore des choses à vous montrer et vous faire écouter dans ma besace de coffee shop de Tokyo, car c'est vraiment Tokyo un super terrain de jeu pour les coffee shoppers et les amoureux de café. Mais allez, on va aller dans un quartier que je kiffe beaucoup, un bon quartier de bourgeois, à une quinzaine de minutes de Shibuya, en train express. Il s'agit de Jugaoka. J'avais fait un podcast pour ça il y a longtemps, donc je vais pas revenir sur le quartier, en tout cas pas aujourd'hui. Mais par contre, on va aller dans ce quartier, dans un café qui s'appelle Onibus Café, qui a ouvert un nouveau café là-bas. Car oui, ils en avaient déjà un pas très loin, qu'ils ont toujours au final, mais qui était pas vraiment à Jugaoka dans le centre, mais qui était à 5-10 minutes à pied. Donc j'étais surpris qu'ils aient ouvert une nouvelle adresse là-bas. Mais j'ai vite compris pourquoi. Onibus, souvent le concept, c'est un petit lieu en face d'une ligne de chemin de fer. Et là, il n'y a pas de ligne de chemin de fer. Voilà. On n'est pas de ligne de chemin de fer, donc là, c'est surprenant parce que normalement, ils sont toujours en face de ligne de chemin de fer. Et c'est vraiment un grand coffee shop. C'est pas non plus un hall de gare, mais il y a de la place. C'est aéré, et puis, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de places à l'intérieur, un peu plus. Et pour Tokyo, c'est le genre de coffee shop qu'on voit pas non plus à tous les coins de rue au niveau de la taille. Et pour le coup, ils ont bien ciblé le quartier. C'est très oshare, très fashion. Et quand j'y étais, j'étais le seul type, voilà, le seul mec. Tout le reste, c'était des Megumi qui étaient choufou, de 100%, je peux le signer. Je pense que j'étais quasiment sûr, elle était toute choufou. C'était vraiment la choufou de luxe, voilà. Et c'était assez rigolo, car l'ambiance est vraiment différente finalement du Onibus à 5 minutes à pied, qui est tout petit, et qui a changé lui aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui a viré le côté de 2-4 places à l'intérieur pour faire juste du takeaway. Mais on en reparlera un petit peu après. Donc ça, ce Onibus à Jugaoka, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas du coup? Parce qu'il n'y a plus vraiment l'essence d'Onibus. Moi que j'aimais bien le côté en face de la petite ligne de chemin de fer, sa petite ambiance sympa, etc. Même s'il n'a rien à voir avec cette ambiance habituelle, ça reste un café quand même qui est agréable, avec la qualité au niveau du café d'Onibus, qui n'est pas le meilleur café qualitativement de Tokyo, mais qui fait partie quand même du top, voilà, des bons cafés de Tokyo. Il y a des très bonnes pâtisseries. Là-dessus, par contre, je trouve que Onibus ont toujours été plutôt bons là-dessus sur les pâtisseries, contrairement à d'autres coffee shops. Et là, on est dans des trucs encore un peu plus travaillés parce que c'est un peu plus café où on se pose. Café avec assiette, voilà. Et franchement, c'était pas dégueu. J'ai vraiment bien mangé là-bas. Le lieu est très classe, il est aéré, bien décoré, très végétalisé. Fait très bourgeois, voilà, pour ceux qui aiment les coins un peu bourgeois. Bref, si vous êtes un peu dans l'ambiance choufou, vous kiffez ça, franchement, c'est un bon lieu pour squatter avec un bouquin. Voilà, clairement. Bon, par contre, ils font aussi un peu une ambiance que j'aime moins, qui est une ambiance plus café-assiette, comme je vous le disais. Alors c'est cool parce que les plats sont bons, les gâteaux étaient bons. Mais moi, ce que j'aime moins dans les coffee shops, c'est que là, par exemple, vous pouvez manger un burger. Un burger qui était trop charré aussi, c'est pas le burger Wendy Burger ou je sais pas quoi. C'était un burger qui était très mignon pour choufou, quoi. Choufou, qui est très joli, machin et autres, mais où t'avais des autres plats aussi avec un peu plus de légumes, des choses comme ça. Mais du coup, ça fait pas le côté coffee shop comme moi j'aime. Parce que moi, je suis pas un grand fan des coffee shops qui préparent des repas ou qui proposent des repas, des vrais repas. Moi, je suis team café pâtisserie. Un coffee shop, tu manges des gâteaux, tu vas pas manger un burger, tu vas pas manger je sais pas, au pire un hot dog, pourquoi pas, tu vois, genre il y a du pain, ça fait encore bon, tu me diras un burger, il y a du pain aussi, mais bon, même le hot dog, tu vois, hot dog café, il y en avait un que j'aimais bien, mais c'est pas la même ambiance. Dès que t'as des couverts ou des trucs que tu vas là pour manger, je sais pas, moi je trouve que ça fait pas coffee shop, ça fait café, et c'est pas pareil. Alors, c'est un peu con, mais voilà, moi j'ai pas le même plaisir, j'aime pas cette ambiance, voilà, je trouve que l'ambiance est pas la même. Mais bon, j'y suis allé le matin, et du coup, le burger du matin, voilà, c'est pas forcément le truc qu'on voit présent, voilà. Donc, j'en ai pas vu, mais c'est clairement pas mon Onibus préféré. Cependant, ça reste quand même un bon endroit si vous visitez Jugaoka pour vous faire un petit café, parce que le lieu est sympa, le café est bon et les gâteaux sont bons. Donc franchement, le lieu est quand même très agréable pour se poser. Mais justement, si on reparle de l'autre Onibus, celui à 5 minutes, parce qu'il est vraiment à 5-10 minutes à pied,
Il s'appelle Onibus Okusawa, donc pas Jugaoka, parce que Okusawa, c'est simplement le nom de la station, qui est juste à côté, à 30 secondes à pied. Je vous en avais parlé dans un précédent Coffee Shop Tour il y a longtemps, car j'avais beaucoup apprécié mes passages là-bas les années précédentes où j'avais pu entre autres discuter avec la barista / pâtissière, parce que c'était un peu la pâtissière de ce que j'avais compris d'Onibus, qui était super sympa, puis qui était vraiment super agréable. Bah là ils ont changé un peu le concept, ils ont viré les places assises, ouais, ils étaient juste au nombre de 4, hein, donc c'était vraiment tout petit à l'intérieur, c'était vraiment très serré, c'est un tout petit coffee shop, mais là ils ont viré vraiment toutes les places assises, ils sont passés en full takeaway. Alors je dis full takeaway, mais presque, parce qu'ils ont rajouté un banc dehors. Il y a maintenant 2 bancs qui juxtaposent en fait le grillage qui donne sur la ligne de chemin de fer, où là on est dans une vraie ambiance Onibus passion train quoi. Et pour le coup, j'ai kiffé encore une fois de me poser dans cette petite ruelle qui est vraiment très peu passante, avec la station au bout de la rue, on est le long de la ligne de chemin de fer, il y a le bruit des trains qui passent sans arrêt, avec des petits moments de pause quand même, parce que sinon ça serait un peu emmerdant. Je vous ai fait un vlog même qui était disponible sur le Patreon, et en plus qui est en free, donc tout le monde peut le voir. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, passez sur le Patreon, pareil c'est dans la description de l'épisode si vous voulez l'adresse. Vous n'êtes pas obligé de payer, d'être Patreon soutien, etc. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble cette ambiance de Onibus que moi j'aime bien. Petit truc sympa aussi, ils avaient mis des petites tablettes le long de grillage pour poser son café, pour poser son gobelet, etc. J'avais adoré un peu l'idée un peu récup, un peu chouette, qui décorait un petit peu finalement un lieu où c'est juste un banc à côté d'un grillage quoi. Bref, à choisir par temps normal, c'est-à-dire ni chaud ni pluvieux, honnêtement, je préfère me poser là-bas, dans cet Onibus, pour le mood, voilà. Je trouve que le mood est plus chouette, l'ambiance est plus sympa. Mais s'il fait pas beau, s'il fait chaud, s'il pleut, si vous voulez un bon gâteau, parce que là, il y avait des bonnes petites pâtisseries, mais les pâtisseries sont quand même un peu plus pâtisseries, un peu plus travaillées dans l'autre. Il y avait des bons cheesecakes, je sais plus ce que j'avais pris, mais je sais que c'était très bon, puis il y avait plein de trucs qui faisaient envie. Allez plutôt à Onibus Jugaoka. Clairement, vous serez plus dans une ambiance café où on se pose, l'autre c'est plus un ambiance d'amoureux de coffee shop, l'autre on va dire. Et puis de train, bien sûr, passion train. Pour rester dans les alentours, enfin pas vraiment, parce qu'il est quand même dans une bonne trotte à pied, hein, même s'il est pas si loin finalement en train, je vais vous parler de Chilling Coffee and Bake. Là aussi, passion chemin de fer. Ouais, on est toujours dans la passion coffee shop chemin de fer. Le petit coffee shop, il donne dans une ruelle, lui aussi, qui donne lui aussi sur une ligne de chemin de fer. On peut donc contempler les trains passer par la fenêtre. Il est à 1 minute à pied de la station Atanodai, moi que je connaissais pas, j'ai découvert le quartier à ce moment-là. Le lieu n'est pas très grand, peut-être 5-6 places de mémoire, et encore 5-6 places on est quand même serré, mais il a beaucoup de charme. Niveau café c'est correct, c'est pas le meilleur en ville clairement, mais ça reste un bon coffee shop. Et au niveau des pâtisseries, c'était pas mauvais aussi, franchement je me suis fait plaisir. Le lieu est vraiment très joli, avec une ambiance un peu feutrée, un mélange de structures brutes, de parties en bois, et puis un comptoir avec des gros carreaux verts qui sont de toute beauté, comme dirait l'autre. Ça fait vraiment un cachet au lieu. J'avoue, j'ai une passion en ce moment pour les coffee shops avec des carreaux, voilà, où ils soient devant leur vitrine, ils ont plein de petits carreaux, de carreaux verts, carreaux bleus, etc. Ou alors quand c'est... je trouve pas le mot, on n'appelle pas ça des carreaux, on appelle ça... Vous savez, quand on met ça dans une salle de bain... Oh putain, c'est moche, je perds mon français. Mais bon, vous voyez, hein, les gros carreaux de salle de bain ou autres, qui sont très jolis, c'est pas de la faïence, et j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, c'est un mot très con, hein, mais je ne le trouve pas. Mais bref, il me reviendra sûrement plus tard. Et c'est vrai que là, en ce moment, je vois pas mal de coffee shops qui décorent soit leur comptoir comme ça, soit leur devanture, et j'avoue, je trouve que ça donne quand même un cachet, quand il y a du bois, qu'il y a un peu de matériel brut, c'est quand même assez joli, ça donne de la couleur, ça donne du peps. Et là, du coup, c'est un peu le cas, ça donne vraiment une ambiance jolie, et puis vraiment... feutré, mais on se sent bien, voilà. Il y a une jolie marzocco blanche qui est posée dessus, et a priori aussi les desserts, comme je l'ai dit, sont faits maison. Bref, moi j'ai beaucoup aimé chiller là-bas. Et ça tombe bien, parce que c'est le nom du café. Voilà. C'est le genre de café où on est content de se poser au comptoir, profiter d'un café et d'une pâtisserie, puis de se perdre dans ses pensées tout simplement. Mais allez, on va dans un autre endroit, un autre quartier, vraiment une autre ambiance, avec le très fashion Latte Art Mania. Bon, je dois dire que celui-là, j'aurais pu vous faire une vraie mauvaise review de ce café. Dans le sens où il est vraiment petit. Imagine un long couloir. Enfin, ouais, c'est comme si c'était un couloir avec un comptoir qui prend les 3/4 de la place en largeur, où les baristas peuvent travailler et vont bosser. Où ils ont inséré après en face des genres de mini-tablettes où on peut s'asseoir, ce qui laisse très peu de place pour passer au final entre les mini-tablettes, vraiment mini-tablettes, hein, et le comptoir. Plus il y a quelques tables qui sont collées les unes contre les autres au fond, dans un lieu un peu obscur. Bref, un tout petit lieu pas super agréable pour se poser. C'est pas le lieu où t'aimes chiller, justement. Puis, t'as des prix qui sont quand même,
pas donné. J'ai plus en tête le prix des cafés, mais clairement, quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais. Alors que je regarde pas souvent les prix, je fais pas toujours super attention à la différence, est-ce qu'ils ont mis 200 yens de plus ou pas. Mais là, je me suis dit ouais, quand même, ils se sont fait pas mal plaisir, quoi. C'est quasiment le double ou un truc comme ça. Le latte, je sais plus, hein, mais ça m'avait marqué. Et c'est vraiment plus cher que la moyenne de Tokyo, quoi. Tout comme les desserts qui étaient aussi pas donnés. Et du coup, t'es là, tu fais ouais, bah, l'ambiance pour l'instant, c'est pas génial, hein. Et puis les baristas. Barista un peu hautain, le barista qui même m'a un peu choqué à un moment donné, où il est en train de préparer son café à la machine, puis il commence à faire son latte, puis il me fait des grands signes pour dire viens voir. Moi j'étais là, non, je m'en fous. Puis il insistait, genre non, mais viens voir, je suis en train de faire mon latte, quoi. J'étais bon, bah ok. Donc vous le savez peut-être pas, mais oui, moi j'aime le café, oui, j'aime un joli latte art, c'est cool, mais j'en ai strictement rien à foutre hein, de la technique de ton latte art, que tu m'aies fait un super Pégase ou que t'aies fait un truc, bon oui, c'est joli, c'est sympa, mais franchement, je m'en fous, hein, tu fasses un super dessin compliqué ou mignon, je veux juste boire un bon café à la base. Hein. Je préfère que tu me fasses une tâche, vraiment, plutôt qu'un bon dessin pour un café moyen. Hein. Bon, là, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit que le café était moyen, ni que le latte art était exceptionnel. Mais le gars m'a vraiment demandé de venir pour regarder. Ou faire une vidéo même. Il attendait à ce que je sorte ma caméra pour faire la vidéo. Ah oui, mais c'est des gros malades les mecs ou c'est quoi le problème? Bah je pense pas. Je pense que c'est juste l'habitude de voir des gens venir faire oh sugoi et filmer le latte art, etc. Ils en ont fait un peu leur petite marque de fabrique. Alors je dis petite, car la vraie marque de fabrique, c'est le noir, le latte art noir, le café noir. Oui, ils ont un latte qui est noir avec une ambiance de coffee shop très noire. Les serveurs sont habillés en noir, bref, on est dans l'ambiance Instagram noir et blanc. Ouais, trop cool pour les photos. Et c'est sûrement pour ça que le barista m'a dit « Hey, viens me voir !» Car habituellement, je pense que les gens, ils viennent pour ça. Ils viennent pour faire la vidéo du mec en train de faire son latte art, le latte qui est noir, etc. Enfin, le lait n'est pas noir, mais c'est le café qui est noir et... Est-ce que le café... Non, c'est le café qui est noir et le latte art est blanc ou c'est l'inverse? Non, c'est ça. C'est le café est noir et le latte art est blanc. Donc voilà, c'est très oshadé, c'est waouh, c'est trop joli. Waouh, ce gars. Bon, bah moi, j'en avais rien à foutre, hein, en toute honnêteté, de comment il allait faire mon latte art. Mais bon, pour lui faire plaisir, vu que j'étais sur la petite tablette, la face au comptoir, je me suis juste levé un peu et je fais waouh, c'est joli. Mais bon, j'ai pas filmé, faut pas déconner, hein, j'en avais strictement rien à foutre. Alors là, vous vous dites, ok, on n'y va pas. C'est flagué latte art mania, je vais pas y aller à Tokyo, j'oublie, c'est sûr, je le mets pas dans la liste. Bah oui mais non. Bah oui il y a un mais. Parce que leur latte noir, qui coûte un bras certes, était vraiment pas dégueulasse à vrai dire. C'était différent des cafés latte habituels en termes de goût. Je sais pas quoi vous dire, je me souviens pas exactement, j'aurais dû noter sur le moment. Mais c'est vrai qu'il avait un goût qui était quand même agréable, j'ai plutôt apprécié. J'étais même content d'avoir testé ce café au final. Après vous l'avez compris, hein, c'est pas le genre de café où j'irais tous les week-ends, clairement. De toute façon. Hein. Je pense pas que, en plus de toute façon, je pense pas que ça soit la cible de leur clientèle. On n'est pas du tout dans le café de quartier, mais vraiment dans le café Instagram. Mais encore une fois, les pâtisseries et le café étaient pas mal, hein, vraiment. Puis le café changeait, il y avait un goût un peu spécial. Donc aucun regret. Voilà, si vous êtes dans le quartier, donc c'est Gayen Mae, bah n'hésitez pas à tenter l'expérience. Sauf si vous avez des finances un peu serrées, hein, clairement ça sera pas le meilleur rapport qualité-prix. Mais moi, j'ai pas été déçu finalement de l'avoir fait une fois. Mais encore une fois, j'irai pas régulièrement. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'irai à Tokyo, j'irai pas me dire ah bah tiens, je vais aller à Latte Art Mania, c'est super. Non, il y a des cafés où je retournerai avec grand plaisir, où j'aurais même envie d'y aller absolument. Celui-là, j'ai fait une fois. Voilà, c'est bien. Une fois, c'est bien, mais pas plus. Mais je pense que de toute façon, c'est un peu leur concept. Hein. Je pense que le concept du truc, c'est ça, c'est d'aller brasser du tourisme, brasser du monde, et puis voilà. Mais allez, on va partir dans un quartier où je traîne pas souvent, qui est près de Nihonbashi, Akihabara. C'est vraiment des coins où j'ai pas l'habitude d'explorer et de traîner habituellement, et je devrais le faire un peu plus, parce que en dehors des grosses artères qui sont pas ouf, moi je suis pas un fan, il y a sûrement des petites ruelles, des mini-coins sympas qui valent le détour et que j'ai pas découvert et que j'ai un peu catégorisé en ouais c'est nul, c'est trop touristique, ou c'est trop bureau, c'est pas intéressant, alors que je suis sûr qu'en allant chercher, il y a plein de petits coins qui sont chouettes. Et en parlant de détour, justement, j'avais un rendez-vous ce jour-là avec l'équipe de Gokan, les Tokyo Safari. Je revenais de mon rendez-vous à l'ambassade, et du coup, c'était un peu la journée rendez-vous, voilà, où j'avais pas grand-chose à faire, où j'avais pas trop le temps d'aller me balader, donc c'était parfait pour aller me faire un café de fin de journée avant de rejoindre l'équipe. Voilà, j'étais entre les deux rendez-vous, je me suis dit, bon, je vais me poser dans un café et en tester un nouveau. Et j'ai donc ciblé Bridge Coffee and Ice Cream. C'était pas mon premier choix, moi j'avais ciblé un autre coffee shop, très design, qui avait l'air, qui était sur l'autre rive, mais mon ami Johan, à qui j'avais proposé en lui disant bah tiens je suis dans le coin, qui m'a dit ah bah moi je suis dans le coin, je suis pas loin, on pourrait se faire un café ensemble si ça te dérange pas. Je lui ai dit bon avec plaisir, au contraire. Mais lui avait pas envie d'aller là-bas. Donc je lui ai dit ah bah tiens j'avais ciblé ce café, puis il m'a dit ah il est déjà allé, donc je lui ai proposé le deuxième choix et il a dit bon ok bonne pioche, prenons le deuxième choix, on va aller là-bas. Et franchement c'était une bonne pioche effectivement, car c'est un coffee shop que j'ai vraiment bien apprécié.
Bon, il a pourtant rien d'extraordinaire, hein. La déco est pas exceptionnelle, le café non plus. Mais le coffee shop fait un angle avec de grandes vitres qui donnent sur un carrefour, sur une grosse avenue, avec de la circulation. Et là, c'était de nuit, bah, ça donnait une ambiance vraiment cool, un mood Tokyo de nuit, quoi. Et ça, on kiffe quand même les moods de ville de nuit, c'est quand même vraiment sympa, les villes animées. Par exemple, Kyoto de nuit, c'est pas la même ambiance. Le café était correct, voilà, mais pas exceptionnel. J'ai pas testé de manger là-bas, parce que de mémoire, c'était fin de journée, puis que j'allais sûrement manger un truc, aller boire une bière avec des gens. Puis ils avaient plus grand chose aussi, et il y avait, je crois, surtout des glaces, et j'avais pas spécialement envie de tester leurs glaces, parce que oui, c'est leur autre spécialité, hein, c'est coffee and ice cream, donc j'ai pas testé leurs glaces, donc je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas de ce côté-là. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, seul au départ, hein, parce que mon ami Johan m'a rejoint ensuite, mais c'était un bon endroit pour une conversation entre amis, j'ai trouvé. Rien d'exceptionnel à dire sur le café, mais j'aimerais bien y retourner. C'est le genre de café, autant la Théâtre Mania, je l'ai fait une fois, puis il y avait un truc bien à vendre. Le reste, j'aime pas trop, mais t'es bien, mais j'irai qu'une fois. Là, celui-là, je peux pas vous le survendre, mais c'est le truc où j'aimerais bien le pratiquer. Le pratiquer quelques fois pour me faire une vraie idée sur les lieux, et peut-être, bah, c'est le genre d'endroit où t'aimes bien justement aller régulièrement. Mais bah, je peux pas vous en dire trop plus, enfin beaucoup plus dessus, parce que bah, finalement j'ai testé qu'un seul café là-bas, et que le lieu a rien d'extraordinaire, mais il est chouette. Et donc si vous êtes à Nihonbashi, franchement c'est une bonne adresse pour se poser, j'ai bien apprécié. Pour finir, je voulais vous parler encore d'autres cafés, mais on va arriver pratiquement sur l'heure, donc je vais pas trop aller trop loin, parce que j'ai testé aussi un café qui s'appelait Sidewalk Coffee Inokashira, donc qui est dans le parc qui est à côté du musée Ghibli, qui est un café qui est très joli dans le parc du musée Ghibli. Enfin, c'est pas le parc du musée Ghibli, c'est le parc qui est à côté du musée Ghibli. Et qui est, donc, si vous allez au musée Ghibli, que vous voulez faire un coffee shop, ça fait le boulot. Le café lambda, je crois que la pâtisserie était pareil. Je sais plus ce qu'on avait mangé, mais c'était assez lambda. Je pense qu'on avait pris un truc salé. Mais le lieu est sympa. Enfin, le lieu est pas sympa. C'est pas un lieu où on veut poser. C'est un lieu très touriste où il y a du passage. Mais il y a une grande baie vitrée qui donne sur le parc avec parce qu'on est vraiment dans le parc et donc qui donne sur le parc avec un petit chemin devant, donc bah, c'est vrai que c'est agréable, se poser là c'est agréable de regarder les gens marcher qui sont là en train de chiller dans le parc. J'ai trouvé ça bien, mais le café en lui-même en tant que coffee shop, pas forcément. Il y avait aussi Swell Coffee Roaster, j'aurais pu vous parler de ce coffee shop là qui est à Onibus pardon, à Nakameguro, parce que Nakameguro pour moi c'est la patrie d'Onibus. Donc Nakameguro, où il y a beaucoup de coffee shops à Nakameguro, il y en a énormément qui ont ouvert. Il y a le fameux Starbucks, qui était le plus grand Starbucks du monde pendant un moment, là, le Starbucks Roastery. Donc Onibus, si vous voulez faire des coffee shops, il y a une grande liste, il y a de quoi faire. Celui-là, je l'avais jamais essayé. Pareil, je vous le recommanderais pas. Le lieu est très beau, très design, très très grand. Encore une fois, là, on est dans le truc où on n'a pas souvent, c'était un grand coffee shop. Mais une ambiance un peu pète cul, une ambiance pète cul avec des gens qui se la pètent. Vraiment, là on n'est pas dans l'ambiance choufou, hein. Autant l'ambiance choufou, le choufou de luxe, bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi ça me dérange pas. Autant les gens qui se la pètent, genre je suis designer, je suis fashion, je travaille pour Louis Vuitton. Bah, c'était des genres de gens comme ça qui étaient là. Les baristas avaient pas l'air d'être spécialement sympas, un peu dans l'appétitude. Musique, genre. Voilà, bon, ça, encore une fois, c'est un style, hein. Peut-être que vous allez kiffer, et que les autres coffee shops que moi je vous donne, vous kifferez pas. Mais moi en tout cas, c'est pas mon ambiance. J'ai bu un café qui était correct. J'ai mangé une pâtisserie qui était lambda, qui était chère pour ce que c'était. C'était un cheesecake qui était sans plus. Ça allait, hein, mais c'était sans plus. Le lieu est beau, très sombre. On est vraiment, parce qu'on est fashion, on est cool quoi. Donc très sombre, des gros canapés, des comptoirs, machin et tout. C'est design. Donc je pourrais aimer parce que j'aime bien les côtés design. Mais ouais, ça m'a pas. J'ai pas passé un bon moment là-bas. Je me suis pas dit que c'est un coffee shop où tiens j'aimerais y retourner parce que j'ai pas trouvé ça chaleureux, je pense, tout simplement. Donc Swell Coffee Roaster, vous pouvez l'essayer. Vous trouverez de la place là-bas parce que c'est grand. Mais je pense que c'est le genre de coffee shop, je me trompe peut-être, hein, qui va durer pendant 3 ans, 4 ans, et puis qu'on n'en entendra plus parler et qui fermera au bout d'un moment. Parce qu'il a pas d'âme. Ouais, je trouve que c'est le genre de coffee shop qui est très beau, mais qui manque d'âme, vraiment. Mais je vous dis pas qu'il faut pas y aller. Ça reste quand même un bon point pour se poser si vous cherchez un café. Voilà, si vous cherchez à vous poser, ça reste quand même un bon café. Il y a plein de cafés qui sont largement pires. Mais parmi tous les cafés, j'en ai testé, il y en a beaucoup des cafés que j'aime beaucoup à Tokyo. Celui-là, clairement, il rentrerait pas dans mon top 20 ou dans mon top 30. Ouais, c'est clairement. Et j'ai testé d'autres cafés, pareil je vais pas revenir dessus, hein, des cafés que j'avais déjà essayé. Le Fuglen Shibuya, je vous en ai parlé, où j'avais été un peu déçu. Je vous en reparle en vitesse, mais je vais pas vous faire une chronique dessus, mais le Fuglen Shibuya, j'étais un peu déçu, il a toujours son charme, il a toujours ce qu'il faisait qui était bien, mais beaucoup trop de monde. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de monde tout le temps. Il y avait du monde déjà à Fuglen avant, mais là maintenant c'est tout le temps. Il y a plus de moments, il y avait parfois tu y allais le soir, c'était calme. Là maintenant le soir il y a du monde, même en semaine. Beaucoup de touristes, ça bouge beaucoup. Et du coup,
tu perds un petit peu. Là, moi, je trouvais que on parle parfois du surtourisme au Japon. Là, Fuglen, je trouve qu'il a pris un peu le coup du surtourisme. Le Fuglen à Shibuya a vraiment pris le coup du surtourisme. Heureusement, il y a d'autres Fuglen qui sont plus excentrés, dont je vous ai parlé dans l'épisode 1, qui est devenu mon chouchou, hein, même quasiment. À Tokyo, mon nouveau chouchou. J'ai refait aussi Paddler Coffee. Paddler Coffee, c'est un lieu qui est vachement sympa et lui qui n'a pas changé. Il y a toujours cette terrasse. Bon, la terrasse, le problème, c'est que pour en profiter l'été, il fait un peu trop chaud. Mais ils ont une très grosse terrasse, tout en bois et tout, qui est dans un petit quartier résidentiel. C'est très chouette, dans une toute petite ruelle, donc c'est vraiment hyper agréable. Ils ont des grandes tables. Ils font toujours apparemment les hot dogs. Alors quand on y était, ça y était pas, mais ils font toujours. Moi, j'avais mangé un super hot dog là-bas. Alors, même si je vous ai dit que les cafés hot dogs, c'est pas trop mon truc, mais là, c'était vraiment bon, avec un bon pain qui était fait, je pense, par un boulanger du coin, puis une bonne saucisse aussi, etc. Puis leur café est pas mauvais. Ils font des bières aussi, donc c'est l'endroit où on peut vraiment chiller en général. Je vous dirais pas que c'est mon café préféré à Tokyo, mais c'est quand même un endroit où on est bien. Ouais, c'est un endroit où on est bien, et Paddler a gardé quand même, je trouve, cette ambiance. Quand on était allé, il y avait pas trop de monde. Le seul truc, moi, que j'ai pas apprécié, c'est en gros, j'aime pas trop les cafés qui font ça. Je peux comprendre pourquoi, hein, mais quand on allait dans le coffee shop, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est dire bah vous pouvez pas rester plus d'1 heure. En gros, c'était en gros tu consommes et tu restes 1 heure, tu restes pas plus. Et j'aime pas trop le côté genre quand t'es timé maintenant dans un coffee shop. Je peux comprendre hein, qu'il faut que ça envoie, qu'il faut faire et tout, etc. Mais bah, parfois, je comprends aussi hein, qu'il y a des gens qui abusent et qui prennent juste le truc le moins cher, et puis qui restent toute la journée avec leur laptop. Je peux comprendre, et puis je comprends totalement ce truc-là. Mais quand on en arrive à être timé, bah, moi j'ai plus plaisir de me dire, bah tiens, même si finalement j'aurais consommé au bout d'1 heure autre chose. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'on me met la pression, qu'on me met un truc, et je juge pas, dans le sens où je comprends pourquoi ils font ça. Mais du coup, moi j'apprécie moins, et j'ai moins envie d'aller dans ces endroits-là. Voilà, c'est juste ça. Mais ça reste un très bon café, Paddler Coffee, je recommande à 2000%. On a fini pour le Coffee Shop Tour 2023. Je pense que je vous ferai peut-être un Coffee Shop Tour de Kyoto, parce que là, j'ai noté, hein. J'ai déjà testé des nouveaux cafés à Kyoto, là, ça déjà, puis j'ai déjà des coups de cœur, je vous en avais parlé la dernière fois. Mais là, dans ma liste, j'ai 40 cafés. 40 cafés à tester, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 40 coffee shops que j'ai pas testé. Alors je pense que sur les 40, il y en a au moins 30 qui vont pas être genre super top et qui me donnent pas envie de ouf, ou qui sont en takeaway ou des choses comme ça. Mais j'ai quand même 40 cafés, et quand je dis café, c'est pas tous les cafés. Genre, c'est vraiment les coffee shops qui peuvent m'intéresser. C'est pas le Kisaten, c'est pas Coffee Trulli ou Starbucks. C'est vraiment ou le café où tu vas manger. C'est vraiment des coffee shops, et il y en a plus de 40 que j'ai à tester. C'est un truc de fou. Donc bah, je vais essayer un peu de continuer à les tester petit à petit, et je pense que l'année prochaine je vous ferai un coffee shop tour de Kyoto avec les nouveaux coffee shops. J'ai déjà des bons coups de cœur hein, de nouveaux coffee shops. Demain je vais retourner dans un que j'aime bien justement, un des nouveaux qui est sorti, j'ai l'impression que c'est un nouvel album, un coffee shop qui a ouvert en novembre, là, début novembre, donc qui est vraiment tout récent. Mais ouais, il y a quand même des bonnes adresses à vous donner, et donc je referai un petit coffee shop tour de Kyoto dans quelques mois, ou peut-être dans un mois, début janvier, fin janvier ou quelque chose comme ça, ou mi-janvier. Mais en attendant, on va arrêter là pour cette semaine, ce Coffee Shop Tour, qui était un mix 3615 ma vie Coffee Shop Tour, on va dire. Mais sur ce, on va s'arrêter là. Ciao, bye bye, matane. どこで踏み外した熱い